Si on faisait un cours sur les biais de perception, les étudiants en médecine se rendraient compte que leurs profs aussi, ils ont des biais de perception. Et s'ils se rendaient compte que leurs profs ont des biais de perception, ils se rendaient compte que leurs profs, ils ont des préjugés. Et ils commenceraient à les critiquer, leurs profs. Bon, alors, il y a des endroits où ça se fait, hein. Au Canada, c'est implicite que les profs ne sont pas comment dirais-je, que les profs ne sont pas des tout-puissants, tout-sachants. Les étudiants, ils discutent, ils argumentent, ils contestent, etc. Bon, il y a une dynamique dans l'enseignement qui a 50 ans d'avance sur ce qu'on a, enfin en tout cas moi sur ce que j'ai connu il y a encore 15 ans en France. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est le problème de la remise en cause non seulement du savoir, mais surtout de la posture. Et vous voyez comme ça, tout va ensemble. De la même manière qu'il y a une asymétrie et une hiérarchie entre les personnes qui soignent et les personnes soignées, il y a une asymétrie à l'intérieur des professions de santé et Clairement. entre les professions de santé, que les médecins se mettent au sommet et ils méprisent absolument tout ce qui n'est pas médecin, et ils imaginent qu'ils vont leur donner des ordres, alors que, encore une fois, on vient au Canada, et puis des réunions pluridisciplinaires horizontales, c'est la norme. La réunion plus, je veux dire, le médecin a son point de vue, l'aide-soignante a son point de vue, l'ergothérapeute a son point de vue, etc. Et tout le monde met tout ça ensemble, et il n'y a pas de hiérarchie sur le plan du savoir. Il peut y avoir une hiérarchie institutionnelle, mais pas sur le plan du savoir. Et donc, et puis, ça devient comment dirais-je, ça devient un travail collectif et collaboratif. La, Mais la si on polyphonie. remet ça, voilà, si on remet ça en cause, si on remet en cause en particulier, voilà, les biais de perception des personnes qui sont censées être au sommet de la hiérarchie, la hiérarchie en prend un coup. Donc c'est aussi ça qui est en jeu. C'est un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu politique, un enjeu de hiérarchie. Oui, mais c'est le même enjeu qu'il y a sur toute l'échelle, en fait. À chaque barreau de l'échelle, c'est la même qui peut se passer entre un médecin et un patient, entre un médecin et une infirmière. Et oui, quand on... Est-ce que tu crois qu'au Canada, ils ont eu moins peur de casser... En fait, j'ai l'impression, moi, qu'en France, on a peur de casser ce mythe du médecin sachant, et notamment du professeur sachant, et en particulier du spécialiste hospitalier sachant. Est-ce qu'au Canada, ils ont compris qu'en fait, c'était un leurre et qu'en fait, la vraie richesse était C'est- sur l'horizontal? C'est... Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est aussi une question d'histoire histoire religieuse. C'est-à-dire que la grande Mhm, différence entre la France et les pays, ou l'Italie d'ailleurs, et les pays anglo-saxons, c'est la différence entre le catholicisme et le protestantisme, l'anglicanisme, etc. C'est-à-dire dans lesquels des religions dans lesquelles il n'y a pas de dogme, mhm. alors que le catholicisme, il y a un dogme. Et les représentants du dogme ne peuvent pas être mis en question. C'est pour ça, si tu veux, que dans le monde anglo-saxon, c'est Newton qui a trouvé la théorie de l'attraction universelle et pas quelqu'un en France. Parce que lui, il avait pas peur de remettre en cause l'équilibre divin et la loi divine. Parce que dans le monde anglican, le monde est tel que Dieu l'a fait, certes, mais comprendre le fonctionnement du monde, c'est pas remettre en question la parole de Dieu. Alors que dans le monde catholique, on poursuit Copernic, on poursuit Galilée, on les menace de les brûler parce qu'ils remettent en cause la vision du monde telle qu'elle est vue par l'Église. Eh ben, sur le plan de tout, et en particulier sur le plan de la médecine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu regardes, regardez qui est la première personne qui a inventé la vaccination. C'est Jenner, un Anglais, qui observe que les jeunes femmes qui ont contracté la vaccine, c'est-à-dire la variole de la vache, excusez-moi parce que j'ai ma promeneuse de chien qui doit venir, il faut que je m'assure que c'est pas elle qui m'envoie un message là tout de suite. Il constate que les jeunes filles qui ont contracté la vaccine ne font pas la variole. Donc, il décide d'inventer ce qu'on appelle littéralement la vaccination, c'est-à-dire qu'il décide comment dirais-je, d'inoculer le virus de la vaccine à partir des pustules. Il sait pas ce que c'est que des virus, hein. Il inocule les pustules à des gens et en fait,
Et les rois d'Angleterre et les reines d'Angleterre vont faire vacciner leurs enfants avant que Pasteur s'amène et invente le vaccin contre la garage. Ça date du XVIIIe siècle. C'est 100 ans avant Pasteur. Bon, pourquoi? Parce que c'est des gens qui fondent leur savoir sur l'observation du monde. Et sur une observation qui dit, bah, il y a des lois, hein, la pomme, elle tombe de l'arbre, donc il y a un truc qui les attire, qui attire les pommes sur le... Ils ne se posent pas la question de Dieu, ils ne mettent pas Dieu dedans. Dans le monde catholique, tout revient à Dieu. Donc tu ne peux émettre une opinion que si le prêtre te dit, oui, d'accord, ça ne va pas contre la parole de Dieu. Et tout est là. Alors, c'est pour ça que, à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de vraiment culturel. Il se trouve que, effectivement, il y a un autre, pour les soignants, il y a une autre date qui est une date fondamentale, c'est les procès de Nuremberg, c'est-à-dire le moment où on juge les médecins nazis Mhm. en disant, et on édicte des règles qui vont être ce qu'on appelle le code de Nuremberg, puis le code d'Helsinki, qui disent on ne peut pas faire quelque chose sur une personne, un médecin ne peut pas faire une chose sur une personne sans le consentement de cette personne. Et le consentement éclairé. Non seulement il faut qu'elle soit d'accord, il faut qu'elle sache à quoi ça sert, il faut qu'elle sache quelles sont les conséquences, il faut qu'elle puisse dire non, je m'arrête, etc. C'est les Anglais et les Américains qui font les procès de Nuremberg, et tout de suite, ils se disent, mais tout ce que les médecins nazis ont fait dans les camps, on le fait nous dans nos hôpitaux. On le fait sur des enfants qui nous demandent rien, on le fait sur des femmes enceintes, on le fait sur des personnes afro-américaines, on le fait. On ne peut pas continuer, on ne peut pas d'un côté condamner les médecins nazis et de l'autre côté de ne pas regarder. Et là, ils inventent ce qu'on appelle l'éthique, la bioéthique, l'éthique du soin, qui est une manière de regarder moralement qu'est-ce que c'est que le soin en disant mais ça ne peut pas être quelque chose qu'on impose à la personne soignée. En France, je suis désolé, je veux pas d'être un peu... Mais le premier, le premier congrès d'éthique du soin international qui a eu lieu en France a eu lieu en 2012. En 2012, l'orateur invité pour parler de la relation de soins, c'était moi. Mhm. En 2012, Et tu- ça faisait déjà 15 ans que je tournais dans les pays anglo-saxons où pour eux, je veux dire, enfoncer des portes ouvertes, quoi. Euh, et- je veux dire, c'est là que tu vois qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est que si on ne se pose pas la question de notre rôle vis-à-vis d'une personne qu'on soigne, et que surtout on regarde pas que c'est déjà fait depuis très longtemps ailleurs, ouais. c'est qu'il y a un enfermement qui est un enfermement idéologique. C'est une question de mode de pensée. C'est pas seulement une question de ah tiens oui ce serait bien de faire. Non, c'est une question de mode de pensée. Donc Alors, depuis quelques années, là, il y a un gros mouvement au niveau alors, c'est la jeune génération, hein, c'est pas nous les vieux qui avons lancé ça, mais sur les biais systémiques, et notamment les biais racistes systémiques, les biais de genre systémiques, et on s'aperçoit que le soignant avec la meilleure qualité, la plus grande ouverture d'esprit, la meilleure bienveillance qui soit, peut avoir des biais racistes parce que systémique, justement. Est-ce que tu as l'impression qu'en Amérique du Nord, le fait qu'ils aient été en avance sur ces questions d'éthique, ils ont réussi à casser quelque chose de cette systémie c'est-à-dire raciste? que c'est un peu multifactoriel. C'est-à-dire à partir du moment où tu peux donner ton point de vue, tu peux remettre en question un problème systémique. Et en particulier, à partir du moment où tu peux exprimer qui tu es sans avoir le sentiment que tu es rejeté. Moi, je faisais des ateliers d'écriture pour les étudiants en médecine de la faculté de médecine de McGill à Montréal. Et l'atelier, c'était un atelier optionnel. J'avais à chaque fois une quinzaine, 15-20 étudiants qui venaient. Je les faisais écrire entre les séances. On lisait pendant les séances. On n'écrivait pas. Ils écrivaient chez eux
tranquille, etc. Et le dernier groupe, il y avait une personne en fauteuil roulant, étudiante en médecine. Mhm. Il y avait deux personnes en transition de genre. Il y avait plusieurs personnes qui venaient de minorités coréennes, comment dirais-je, noires haïtiennes ou noires nord-américaines. Il y avait une personne qui venait d'une tribu autochtone. Il y avait une personne, bon, je me souviens plus, mais j'avais jamais vu un groupe aussi divers que ça. Mais j'avais vu les années précédentes plein de, plein de mélanges comme ça. Et évidemment, ça se reflétait dans leur écriture. Ils parlaient d'eux-mêmes. Et ils parlaient des spécificités de leur monde personnel ou de leur monde, ou par exemple de la spécificité de la rencontre avec une personne, quand il s'agissait d'une personne de couleur, d'une rencontre avec une personne blanche qui était patiente, ou d'une autre personne de couleur qui Mhm. était patiente. En disant, des fois, c'est un problème parce que nous, en tant que personnes de couleur, on voit des patients qui sont des personnes de couleur qui disent, mais on préférerait avoir quelqu'un de blanc. Pourquoi? Parce que les préjugés ils existent dans tous les sens. Bien sûr. Bon, et alors, donc, ça, c'est des trucs qu'on abordait sans arrêt. Et c'est des trucs qui sont. Ils abordaient ça dans l'atelier, mais ils abordaient ça dans tous les cours, parce que c'était en permanence abordé. Le grand secret, c'est pas tellement qu'on va abattre tout d'un seul coup, mais qu'au moins on nomme les choses. On les nomme, on les discute, on écoute le point de vue de la personne qui est, je veux dire, le point de vue des femmes, hein. Dans les études de médecine, il y a un nombre croissant de femmes partout. C'est aussi très vrai, évidemment, en Amérique du Nord. Le point de vue du ressenti spécifiquement féminin par rapport au discours, moi, c'est quelque chose que je dis depuis quelques années, je veux dire, on devrait, en médecine, enseigner la physiologie féminine. Bien sûr. Parce que c'est infiniment plus compliqué que la physiologie masculine. Tout le monde devrait avoir un enseignement de physiologie féminine, de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, etc. Tout le monde, tout le monde. Il ne faut pas que ce soit réservé au ghetto des gynécos. Il n'y a aucune Mhm. raison. C'est la moitié de la population, c'est la population qui fait le plus appel aux professionnels de santé comment dirais-je, elles ont les problèmes de santé les plus nombreux. Les maladies immunologiques, c'est majoritairement des femmes. C'est la migraine. Bon. Donc, c'est aberrant de faire de la physiologie uniquement centrée sur le corps de l'homme ou un corps asexué. C'est aberrant sur le plan de la, comment dirais-je même, c'est contre-productif par rapport à ce que nous faisons dans notre métier. Et c'est même dangereux quand on sait que les médicaments sont testés sur un homme Exactement. blanc de 70 kilos et de 1,70 m. Pareil pour les manuels d'anatomie. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Et eux, ils sont déjà dans ce changement de paradigme. C'est-à-dire que la santé des femmes, c'est un problème de santé publique majeur. Bah, Comment effectivement. dire, Family Medicine and Women's Health, ça va ensemble, hein. Ouais, La médecine de famille et la médecine des femmes, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que tu as 70% de femmes dans les personnes que tu vois en médecine de famille. bien sûr. Voilà. Bon, donc, voilà. Et donc, c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi une attitude pragmatique, une attitude fonctionnelle. On regarde le monde tel qu'il est en face de nous et on réfléchit à ce qu'on peut faire pour le monde que nous avons en face de nous, et non pas selon un point de vue qui est un point de vue théorique, tu vois, et idéologique au fond. Bien sûr. Super, merci.